la nouveauté 2012. Merci. Merci Natalia pour avoir organisé cette conférence. Bonjour mesdames et messieurs. Bienvenue à cette conférence. Est-ce que je peux mener le discours en allemand? Non, ne vous inquiétez pas, je vais me débrouiller en français. En allemand, Je suis heureux, c'est une petite excuse que je peux garder. Je suis heureux d'accueillir nos amis des médias de la Suisse romande et le digne représentant du Grand Prix de la ville de Genève, M. Carlo Lamprecht. Merci pour être venu. Je vous remercie pour votre intérêt pour une horlogerie traditionnelle et en même temps innovatif, lié à un des grands noms de l'histoire de l'horlogerie, la dynastie Jürgensen. Si je parle dans mon discours des Jürgensen, je parle d'un côté de Urban Jürgensen et d'un autre côté de Jules Jürgensen. Il y a plusieurs raisons que je parle de nouveau de l'histoire des Jürgensen. Pas pour me promener avec le cendre du passé, non, pour conserver le feu d'une histoire et tradition magique. Ce que j'ai compris et découvert étonnamment et dernièrement, l'influence importante des Jürgensen dans l'horlogerie suisse, la découverte des documents historiques importants, on va ici seulement quelques-unes exposer, l'acquisition de la marque Jules Jürgensen. L'année passée, j'ai expliqué pourquoi les marques et les montres Jürgensen m'ont toujours fasciné, parce que je viens de l'horlogerie de collection et dans ma carrière comme commissaire-priseur, les montres Jürgensen figuraient à côté de Breguet, Patek Philippe, Audemars, Vacheron Constantin ou Glashütte, entre les plus recherchés dans les grandes ventes aux enchères. Si les autres cités sont aujourd'hui connues à une large public, les Jürgensen restent plutôt dans les mémoires des connaisseurs et collectionneurs. Alors, cette année, je veux vous montrer que les Jürgensen méritent aussi de sortir de l'ombre. Leur histoire est unique dans plusieurs sens. Si je lis l'histoire de la plupart des autres marques historiques, il me semblait d'avoir compris. Ils ont été créés au XVIIIe et IXe siècle par un horloger magique, et après, un homme de finance, comme aujourd'hui d'ailleurs, reprend la marque, la direction et la gestion de cette marque. D'autant plus, si vous cliquez dans l'Internet sur l'histoire de beaucoup de ces marques, vous avez un gap ou un trou, souvent de 100 ou 150 ans de leur histoire. Ça commence par exemple avec 1775 jusqu'à 1830, et puis l'histoire reprend à 1975 avec l'achat par des grandes groupes. Je ne parle pas des momies qu'on a réanimées. Une autre question, y a-t-il une différence dans la philosophie, le positionnement, la stratégie marketing entre une marque historique et une marque moderne? Il y a des exemples très positifs des marques modernes, comme celle de mon ami François-Paul Journe, par exemple, ou un peu différent de Frank Muller. Il y a même des magiciens qui savent créer une marque mondiale sur la base d'un bracelet en caoutchouc. Mais une marque historique de prestige donne la confiance et une identification à ses clients. Elle est une source d'inspiration et d'information par l'avenir
et la création de nouveaux modèles. Mais elle est surtout une obligation pour le futur d'une horlogerie de qualité ou, comme le disait très bien Chapuis, pour une horlogerie d'art industriel. Et c'est ici que Jorgensen et ses continuateurs créent le lien entre son horlogerie du 18e et 19e avec la chronométrie de marine et la chronométrie de bord et sa chronométrie d'aujourd'hui de la détente pilotée premier mondial pour une montre bracelet. Qu'est-ce qu'il est qui rend l'histoire des Jorgensen si unique? Ce n'est pas une seule génération d'horlogers magiques à un seul endroit. Ce sont 4 générations qui s'inspirent dans l'autre horlogerie l'un à l'autre pendant 3 centenaires dans 2 pays bien différents entre 1773 et 1912. Les Jorgensen ne sont pas des simples, excusez l'expression, horlogers, ce sont des scientifiques, ce sont des innovateurs, ce sont des commerçants, ce sont des auteurs, ce sont des intellectuels et ce sont des hommes publics. La dynastie commence avec Jürgen Jorgensen, horloger de la cour de Danemark en 1740. C'est la première génération. Ses 2 fils, Urban et Frédéric, représentent la 2e génération. La 3e génération sont ses 2 fils, Jules Jorgensen Ier et Louis Urban Jorgensen. La 4e génération d'horlogers s'éteint en 1912 avec Jules II et Jacques Alfred. Jorgensen, est-ce que c'est une marque suisse? Certainement oui. Pas seulement qu'ils s'y sont installés en 1830, ils ont largement contribué, voire influencé le développement de l'horlogerie suisse. Dernièrement, je tombe sur le directeur du prix de chronométrie à Le Polocle, et je dis que je suis propriétaire des marques Jorgensen. Ah, il dit ici dans notre région, on dit à la Jorgensen, vous savez ce que ça veut dire? Je dis non, bien sûr, je ne sais pas. Il m'a dit oui, on dit ça après ce longtemps. Les Jorgensen avaient l'habitude de venir à la messe, à l'église, quelques minutes plus tard, pour se faire remarquer. Alors, même aujourd'hui, 150 ans plus tard, là-bas, on dit, si quelqu'un vient en retard, à la Jorgensen. Jürgen Jorgensen, première génération, va au Locle et travaille avec Frédéric Courrier, un des plus importants horlogers suisses. Les deux échangent idées et savoir-faire. Le fils Urban passe son apprentissage chez Courrier. Les deux et leurs montres typiques sont si importants que Breguet commande quelques fameux tourbillons chez eux. C'est la 3e génération en personne de Jules Jorgensen Ier qui s'installe en 1830 définitivement au Locle après le décès de son père Urban. Et Jules devient un honoré citoyen au Locle en 1838. Son frère Louis Urban reste dans l'atelier Urban Jorgensen et Söhne de Copenhague et continue à fabriquer les fameux chronomètres de marine et des montres scientifiques. Il y a pendant les 4 générations cette influence et coopération bidirectionnelle entre Copenhague et la Suisse. Intéressant, Jules Ier garde le nom Copenhagen sur ses montres jusqu'à la fin, même s'il indique que ces montres sont fabriquées en Suisse. C'est surtout Jules Ier, dans l'esprit de son père, qui va structurer, schématiser et industrialiser l'horlogerie dans le Jura. En 1836, c'est lui qui lance la fabrication des spiraux de balancier, tandis que
le canton neuchâtelois devient leader dans cette fabrication au XIXe siècle. Il crée il crée un nouveau calibre, plus facile à fabriquer, mais de haute qualité et surtout la plus haute précision. Son travail est tellement apprécié que le maire du Locle, M. Nicolet, écrivait en 1838 il, Jorgensen, a introduit les théories et les principes à la fabrication, ce qui n'aurait jamais été le cas, ou si oui, beaucoup plus tard. À l'exposition mondiale à Paris en 1867, Jules était honoré pour sa contribution pour le développement de l'horlogerie dans le canton neuchâtelois. En 1870, la ville de Genève demande Jorgensen de devenir membre du comité de direction de l'école d'horlogerie de Genève. Je fais un clin d'œil puisque les regards des journalistes allaient aussi sur l'écran. On a présenté une série de maisons qui ont été des maisons de la dynastie Jorgensen, que ce soit au Locle, à la Chaux-de-Fonds, évidemment, cette magnifique maison qui était anciennement le musée d'horlogerie de la ville de Genève. Oui, alors ça c'était la villa des familles Jorgensen, qui est devenue après la villa même, mais le parc, qui est devenu partie du musée d'horlogerie de Genève. Monsieur Jorgensen était marié, sa femme était une genevoise, et en plus, comme on a entendu, Jorgensen était un des directeurs du musée, pas du musée, de l'école d'horlogerie. Alors il y avait beaucoup de raisons pour rester à Genève. En plus, je crois, il disait dans quelques lettres que la vie était beaucoup plus agréable à Genève que dans les montagnes du Jura, surtout à cette époque-là. Pardon, c'est à quelle année? Sorry? Pour le directeur de l'école. C'était that starts from 1870. Sorry. Après son décès en 1877, une fondation était établie pour soutenir les écoles d'horlogerie au Locle. Son plus grand mérite, comme on dit dans la littérature, est la mise en marche d'une horlogerie sur des principes scientifiques dans les montagnes jurassiennes. Toutes les Jorgensen étaient décorées avec des prix d'honneur et des médailles pour leurs montres dans les expositions internationales. Qu'est-ce qui s'est passé après le décès du dernier Jorgensen, Jacques Alfred, en 1912? Lucien Freund est le représentant de Heuer, aujourd'hui Tag Heuer, et de Jorgensen en même temps aux États-Unis. Il explique et convaincre Charles Heuer, le fils du fondateur, qu'il aurait besoin d'une marque de prestige pour ce marché américain en forte croissance, un peu comme la Chine d'aujourd'hui. Il dit aussi que la seule marque qui peut faire la concurrence à Patek Philippe, qui domine à cette époque le marché, est Jorgensen. Parce que Jorgensen aux États-Unis était le synonyme pour une montre de prestige. En 1919, Charles Heuer et Lucien Freund achètent la marque avec le but de fabriquer des montres de haute qualité. Heuer souligne son intérêt, son estimation et la réputation de Jorgensen avec l'inauguration d'un musée Jorgensen à Vienne en 1920.